Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure 100% Alsace de l'actualité régionale que vous plébiscitez. Nous recevrons dans un instant Pierre Spielmann et Pierre Weber. Ces deux Pierre signent tout simplement avec la troupe du théâtre de Modeste la Casa de Papy, sorte de pastiche de Casa des Papels. Éric Wolf et Denis Wolfel seront nos invités. On parlera musique, on parlera théâtre, ça se passera à Haguenau d'ici une quinzaine de jours. Vera Bossiac et son invité, vous la voyez, c'est Adeline Ziliox, on ira les retrouver toutes les deux. Delphine Vespizer, et avec ce garçon tout à fait étonnant, il a une vingtaine d'années, il est magicien et alsacien, et il a un talent fou. Et nous rejoindra Louis Nord pour les histoires insolites et curieuses du sport. C'est une bible des anecdotes du sport, ça sera à suivre. Avant cela, le JT, il est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, les vacances d'hiver battent leur plein. Nous nous sommes rendus à la station du Friends dans la vallée de Saint-Amarin. Ici, seulement une poignée de pistes, mais elles font le bonheur des familles et sous le soleil, vous le voyez. À Strasbourg, le site de la COP poursuit sa mue. Visite de l'ancienne cave à vin alors qu'un appel à projet est lancé pour trouver ses prochains occupants. Au programme, concerts, expositions, bars et restaurants. Enfin, si vous vous promenez du côté de Haguenau ou Brumat, vous le croiserez peut-être casqué sur son skate électrique. C'est Daft Rider 67 et nous l'avons rencontré. Les vacances d'hiver ont démarré le week-end dernier sous de bons auspices. Neige et soleil sont au rendez-vous sur le massif vosgien. De quoi donner des envies de ski. Et dans la région, il y en a pour tous les goûts. Notre journaliste Marine Zis a choisi de se rendre dans la vallée de Saint-Amarin, à la station du Friends. Ici, on va à l'essentiel, 2 pistes, mais cela suffit pour s'amuser. Sacrée carte postale aujourd'hui du haut du Friends. Avec un seul tire-fesse et 2 pistes, la station est l'une des plus petites de France, mais cela n'empêche pas les visiteurs de se régaler. Elle est petite et il n'y a pas trop de monde, du coup on a la place pour skier. Certains skieurs ont même traversé la France pour venir ici. En fait, on vient de Bréal, dans la Manche, en Normandie, et notre commune est jumelée avec Crute depuis une douzaine d'années. Et puis nos jeunes viennent ici, ils profitent du chalet et puis de toutes les joies de la neige. On skie sur des pistes super cool et on s'éclate. Les jeunes s'éclatent, les animes s'éclatent, tout le monde s'éclate, c'est cool. Et en fait, on va peut-être pas rentrer en Normandie. On prévient déjà tout le monde, on reste là. Et rien de mieux pour dévaler les pistes qu'un beau soleil. Certains en ont profité pour ôter les gants, la veste, voire même le pull. Mais le soleil n'a pas fait que le bonheur des skieurs, il a aussi ravi les responsables de la station. Il y a une quinzaine de forfaits vendus pour la matinée et puis l'après-midi débute avec 5 forfaits déjà vendus. Une bonne journée à la station, c'est quoi en général ici ? Une bonne journée, c'est une trentaine de forfaits vendus pour une journée bien ensoleillée, oui. Ce soir, le soleil laissera place aux torches. La station organise sa traditionnelle descente au flambeau. Voilà 15 ans que la COP au port du Rhin a fermé ses portes et après quelques événements ponctuels, des travaux d'ampleur ont débuté. Ces quelques 50 000 m² de bâtiments accueilleront dès cette année et progressivement des logements, des commerces, des lieux de vie et de création. Des rénovations qui se poursuivent avec une même philosophie, redonner vie en faisant écho à l'histoire du lieu. Ainsi, l'espace qui permettait le stockage des aliments et des matières premières laissera place au stockage des œuvres des musées de Strasbourg. Et après l'attribution des anciens ateliers bois du site à des collectifs d'artistes, le moment est venu de préparer l'avenir de l'ancienne cave à vin. Dans ces murs étaient entreposées des dizaines de milliers de bouteilles. La salle des cuves, la salle d'embouteillage, ces vestiges d'un passé pas si lointain sont pour le moment en pause pour mieux rebondir.
Car ici, dans 2 ans, ils devraient retrouver leur lustre et une partie de leur fonction du passé. Aujourd'hui, on lance un appel à projet pour voir des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Faites des propositions. Il y a 3 lots. Ça peut être pour 1 ou pour 3 lots. Et nous allons décider dans les mois à venir de l'avenir de ce site extraordinaire. C'est carte blanche parce que c'est des entrepreneurs qui doivent assumer leur part de risque. Mais moi, j'imaginerais bien, et je rêve d'un endroit, d'un food court avec des cuisines du monde, avec de la musique, peut-être ambiance Biergarten. Ça peut être tous ces esprits-là qui peuvent se retrouver sur ce site qui est très grand, qui est très ambitieux, qui est desservi par le tram à quelques mètres de la frontière. Il faut vraiment que le lieu soit inspirant pour les porteurs de projets. Cet appel à projet concerne une partie des 11 000 m² de la cave à vin de l'ancienne COP. C'est un patrimoine matériel et immatériel qui reprend ainsi vie et fera la part belle à des concerts, expositions et restaurations, avec pour objectif de s'adresser à un public qui va bien au-delà des frontières de la ville. À chaque fois qu'on y va, on est fasciné par ces lieux, quoi. Ils sont extraordinaires. Des caves à vin, c'est une sorte de cathédrale inouïe, donc on va pouvoir la découvrir. La salle Hypostyle est un lieu qui va s'ouvrir à la fois vers l'ouest, vers le centre de Strasbourg et vers l'est, vers Kehl. Donc on sera vraiment entre 2 rives quand on sera dans cette salle. Et puis la salle Hypostyle est une sorte de salle avec toutes ces colonnes qui est extraordinaire. Tous ces lieux sont des lieux hors du commun. Et la façon de les transformer, le parti pris de leur transformation est fait justement pour non seulement garder leur caractère, mais le rendre encore plus visible, quoi, et le donner à voir à chacun. On a conçu le projet pour permettre une assez grande liberté, mais en donnant une règle du jeu assez précise qui est donnée par les lieux eux-mêmes, la simplicité de leur exploitation pour éviter que les charges soient trop lourdes. Et ce qui est singulier dans cet appel d'offres, c'est que les loyers sont assez modestes et donc pour privilégier au fond les initiatives et les bonnes idées. Les candidats ont jusqu'au 15 avril pour déposer leur projet. Ouverture prévue d'ici 2 ans. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur le quartier du Port du Rhin dans lequel s'inscrit ce projet de la COP, vous pourrez regarder ce week-end sur notre antenne le documentaire L'île aux rêves sur le quartier du Port du Rhin. Plus d'informations et les horaires, c'est sur notre site internet. Passionné de skateboard et pratiquant le sport de glisse sur les montagnes de Haute-Savoie, un jeune homme originaire de Brumat dévale les routes alsaciennes sur son skate électrique. Il se nomme Daft Rider 67 et il s'est lancé il y a quelque temps dans la vidéo à 360 degrés, filmée depuis son skate. Fanny Kuntz l'a rencontré. All the other kids with the pumped up kicks, you better run faster than my bullet. Un skate, un casque digne des Daft Punk et Daft Rider 67 est né. Depuis quelques mois, près de 8000 internautes suivent chaque jour ce personnage alsacien anonyme. Régulièrement, il met en ligne des vidéos où il filme ses runs en 360 degrés. Une passion qui l'a fait connaître. J'ai commencé en parcourant la grande rue de Haguenau et ça a fait mouche sur les réseaux sociaux, donc on est arrivé jusqu'à 30 000 vues. Et suite à cela, donc, l'Office du tourisme de Haguenau m'a contacté pour réaliser la vidéo de Noël qui s'est également déroulée au même endroit. En milieu urbain, en forêt et même sur la neige, rien ne l'arrête. Avec son skate tout-terrain, il se glisse sur n'importe quel chemin et par tous les temps. Les vidéos qu'il propose ont cette particularité de mettre en avant le paysage alsacien qu'il affectionne tant. On a quand même un patrimoine qui est très large. On a beaucoup de choses dans la région et beaucoup de choses à faire voir sous un autre angle avec cette fameuse vue 360 et ça permet finalement aux spectateurs de s'immerger à la place du rider dans cette vidéo. Et donc on a effectivement des vues des villages locaux d'Alsace, des parcours en forêt et ça peut peut-être donner envie aux gens de sortir aussi.
Le personnage intrigue et ses vidéos plaisent. Du fan de skate aux amateurs de belles images, la communauté Daft Rider 67 s'agrandit de jour en jour, dans l'attente d'une nouvelle vidéo de skate en 360 degrés. Avec les beaux jours qui arrivent, ouvrez l'œil, il vous sera peut-être possible de voir passer l'homme casqué sur les chemins alsaciens. Et on prend maintenant la direction de Paris à la rencontre d'une Alsacienne haute en couleurs. Catherine Sandner, consultante en communication le jour, monte sur scène le soir venu pour devenir Katoche. Un reportage de Nora Boirioa. C'est pas tellement que je parle trop, c'est que je parle moche. 30 ans que je vis à Paris et je continue à parler comme le bec m'a poussé. Je suis la Jane Birkin de l'Est. Mais ce que vous entendez là, c'est rien. Non, si vous voulez, entendre un accent qui transcende son origine. Si elle a quitté sa région natale depuis 30 ans, son accent, lui colle à la peau. Catherine Sandner, alias Katoche, a intégré depuis 2 ans le Big Show, une troupe d'humoristes de l'école du One Man Show à Paris. De son petit village alsacien natal, Eishofen, au 9-3, en passant par le Kosovo, elle met sa vie en scène. J'ai été mariée à un Kosovar et donc là j'explique aussi que moi c'est pas le Kosovo qui me faisait peur parce que j'ai vécu en banlieue de Strasbourg, au Neuhof, le quartier qui à chaque nouvel an pas le 93 en nombre de voitures brûlées. Vous l'aurez compris, le fil rouge reste l'Alsace. Quand Katoche n'est pas sur scène ou en train d'alimenter la toile avec ses différentes aventures, elle travaille en tant que consultante en communication. Pourtant, elle a toujours eu envie de faire rire les gens, mais elle a réellement sauté le pas en septembre dernier. Et pourtant, j'ai écrit des bouquins, j'ai déjà fait pas mal de choses, j'ai été chroniqueuse à la télé. Mais c'est la première fois que je suis vraiment confrontée aux affres de la vie d'artiste et à ce côté montagne russe où tu es submergée par le doute et l'aquabonisme. Et du coup, c'est les moments où je me rattache à mon travail, où je me sens très maîtresse de moi-même, mais où le challenge est peut-être un peu moins fort que dans le One, où le challenge est permanent. Donc je trouve que les deux s'équilibrent, les deux me donnent des plaisirs très différents. Katoche prépare un spectacle d'1 heure appelé Nom d'une Quetch, où elle parlera toujours de son parcours atypique et de l'Alsace. La première est prévue le 26 mars prochain au Théâtre Le Bout à Paris. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Je commence à avoir de sérieux doutes sur ces concours des meilleures destinations touristiques en Europe. Déjà, Colmar et Strasbourg n'ont pas gagné celui du meilleur marché de Noël. Pour celui de la meilleure destination tout court cette année, la victoire de Budapest peut à la rigueur se comprendre. Florence seulement 15e, c'est cruel. Athènes 12e, ça interpelle. Mais que dire de celle qui termine au pied du podium ? Metz, 4e meilleure destination européenne 2019. Bon. C'est signé d'Oliviane, c'est l'image du jour tous les soirs. Merci beaucoup Anna pour ces infos et on accueille le plateau alsacien. Louis Nord, venez nous rejoindre, on va parler des histoires insolites et curieuses du sport. Eric Wolf avec nous pour Région en scène, accompagné de Denis Wolfeld de la Fédération Chaînon Manquant Grand Est. Pierre Spielmann, soyez le bienvenu. Je devrais vous appeler presque Papy, mais vous allez comprendre pourquoi. Et Pierre Weber pour Casa de Papy. Soyez tous les bienvenus. Un petit coup de météo, on saura tout du temps et on parle de sport, d'anecdotes. On va vous mettre un petit peu tous à l'épreuve. C'est parti. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyages au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est une journée de jeudi, comment dirais-je, très agréable puisque le soleil sera présent et ce dès votre réveil avec quelques petits nuages si vous êtes dans le Bas-Rhin, mais rien de méchant. Les températures dans la matinée, 0 degré si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, vous les retrouvez du côté de Mulhouse, 1 degré à Strasbourg, 2 degrés ce sera du côté de Colmar ou encore à Fribourg, moins 1 degré si vous êtes du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg et moins 1 degré à Bâle. Votre après-midi, eh bien le soleil sera extrêmement généreux absolument partout, profitez-en bien. Et les valeurs dans l'après-midi, regardez, il fera 9 degrés, ce sera la température la plus basse du côté de Fribourg, 12 degrés la maximale si vous êtes à Kiel ou encore à Karlsruhe, 11 degrés à Roppenheim, 10 degrés sur le reste de l'Alsace et 10 degrés également à Pratteln. Votre journée de vendredi
sous le soleil. Que de demander de plus? Et les valeurs iront de 11 à 12 degrés. En ce jeudi, eh bien c'est la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Le soleil se lèvera à 7h38 pour nous dire au revoir à 17h48. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Louis Nord est journaliste, il a une super mémoire pour créer histoires insolites et curieuses du sport. Quel boulot, Louis, pour faire ça? Oui, de la sueur, beaucoup de souvenirs à faire revivre, ses lectures, ses rencontres aussi, au fil d'une carrière de journaliste sportif. Alors, il y a des anecdotes absolument exceptionnelles. On va regarder un petit peu nos camarades. Si je vous dis la distance du marathon, vous connaissez à peu près la distance du marathon? Oui. Ouais. Pourquoi? Denis, pourquoi? Je sais pas, la distance, c'est 42 km. Ouais, Après, pour quelle raison? C'est entre Athènes et marathon. Et marathon. Et marathon, oui. Plus encore 2 km par rapport au marathon de Londres, il me semble. Voilà, Louis est content. Explication, Louis. Le marathon est de 42 km 195. C'est ça. Et cette distance a été établie en 1908 lors des Jeux Olympiques à Londres, parce qu'il fallait que les coureurs qui partaient de Windsor arrivent devant la loge royale au stade de White City, je crois. C'est Édouard VII qui impose ça. Voilà, et ça faisait 42 km 195. Voilà, parce que Athènes Marathon, ça fait 38 km. Donc ça marche pas du tout. Roland Courbis, tout le monde connaît Roland Courbis? On peut avoir peut-être une photo de Roland Courbis, regardez, c'est ce monsieur bien connu. J'ignorais d'ailleurs qu'il avait une carrière de footballeur avant. Pourquoi on l'appelle... D'entraîneur, oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Grec? On l'appelle le Grec parce qu'au début des années 70, il jouait à Ajaccio et il a eu l'opportunité d'aller jouer en Grèce. Bon, on lui avait proposé, mais à cette époque-là, c'est les colonels. Les colonels ne voulaient pas de joueurs étrangers. Et donc, il s'est inventé un grand-père grec. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été menées. On n'a jamais retrouvé l'origine de son grand-père grec. Mon grand-père est grec, je vous assure, je peux jouer chez vous, je ne suis pas étranger. Et basta. Il est resté 1 an à Athènes. Je crois qu'il a fait 4 matchs et puis après il est revenu en France. Alors il y a des anecdotes exceptionnelles. Aux 24 heures du Mans, il y avait l'ancienne ligne droite des Unaudières, sans chicane, mais comme elle était un petit peu trop rapide, on a mis des chicanes. Mais à l'époque, on est arrivé à faire avec un prototype la vitesse phénoménale de 407 km/h, mais on n'a pas retenu 407 km/h. Non, on a retenu 405 km/h. Et pour quelle raison? Parce que c'était une Peugeot 405. Voilà. et qu'ils étaient en train de lancer Peugeot la 405. Tiens, le tennisman René Lacoste, avec son célèbre polo, il y a cette phrase célèbre: si tu gagnes, je t'offre une valise en crocodile. En crocodile. Oui, en fait, ce jour-là, c'était son manager. Ce jour-là, en Amérique, il n'a pas gagné, mais un journaliste du Boston, je ne sais plus lequel, Chronicle, disons, a entendu la phrase et il l'a reproduit dans l'article qu'il a consacré à la rencontre, et en disant qu'il a perdu, mais il avait joué comme un crocodile. Et puis c'est resté de fil en aiguille. Et lorsqu'il a créé sa chemise, Lacoste, il a mis un crocodile. Voilà, il y a en 1929. Voilà, il y a un sportif, vous inquiétez pas, personne ne le connaît, enfin à part vous, Louis Nord. Il s'appelle Gordon, on l'appelle Gordy, c'est l'ailier droit de hockey. Il jouait avec les Rings de Détroit en 1940. Mais il a également joué en 1950, 1960, 1970, 1980. Et en 1990, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu jouer dans une 6e décennie. Vous avez bien entendu, 1940 à 1990. Et il avait, je crois, 69 ans. C'est ça. Il avait 69 ans. Il a signé un contrat pour jouer 1 minute dans un match. Pour avoir fait 50 ans de hockey. Et il avait dans une nouvelle décennie. Moi, j'imagine les gars qui disent « Oh, le pépé de 69 ans, celui-là, il va manger ». Et au bout d'1 minute, c'est bon, vous sortez, vous avez gagné. Les cartons rouges, les cartons jaunes, ça existe depuis quand au foot? Depuis toujours. Années 60. Ah, non, 60. Je sais pas. Non, c'est intéressant. À tout hasard. Oui, ça a été inventé dans les années 60 par un ancien arbitre anglais. Et ça a été mis en pratique lors de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Voilà, et un jour, il y a quelqu'un qui est en train de rouler en voiture, il s'arrête devant un feu rouge, le feu passe au vert, là il peut rouler. Au jaune, il se dit tiens, c'est le dernier essai, et au rouge, c'est fini. Et il se dit mais on va faire carton jaune et carton rouge, quoi. Ça veut dire jaune, attention, rouge, dehors. Voilà, c'est tout simplement en ayant regardé un feu rouge. J'adore. Le stade de la Méno, ça veut dire quoi la Méno?
Alors, quelqu'un sait la Méno? Non, Mainau, c'est pas parce que par rapport à le quartier de la Méno, on pouvait voir, à perte de vue. C'est les prairies, effectivement. Mainau, un truc comme ça. C'est un terrain qui appartenait à Schulmeister, qui était, avant d'être espion pour Napoléon, il était contrebandier. Ça va un petit peu ensemble aussi. Hein. Et il avait gagné pas mal d'argent, et donc il avait acheté cet immense terrain qu'il appelait Mainau, comme vous dites. Hein. Mes prairies. Voilà, et c'est devenu la Méno. Alors là, c'est le coup de cœur, puisque le livre de Louis Nord ouvre même là-dessus. Regardez ce monsieur, tiens, on a retrouvé des très vieilles images. Il s'appelle Gino Bartali. Ce monsieur a plutôt une tête de boxeur, bien qu'il soit cycliste. Et lui, on peut le dire, c'est votre coup de cœur. Oui, j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai toujours aimé Bartali, parce que c'est un coureur exceptionnel. Le premier campionissimo, premier campionissimo. Il a réussi l'exploit de gagner 2 Tours de France à 10 ans d'intervalle. Ça ne s'était jamais fait avant, ça ne s'est plus fait depuis. Mais surtout, un très grand champion, Milan-San Remo, etc. Mais surtout pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, alors que certains coureurs se vautraient un petit peu dans le lit du fascisme, ben lui, il a sauvé 800 juifs. Voilà, il faisait 400 km, il avait des papiers qui planquaient dans le tube de son vélo, il faisait 400 km en une journée. Et voilà, et il a sauvé des juifs au moment où on voit tous ces tags antisémites. On ne l'a jamais su, on l'a su après. Un peu de respect. On l'a su après. Voilà, type formidable, Bartali. Allez, on y reviendra, mais une toute petite dernière, c'est la triche au football. Alors là, il y a un pavé comme ça, vous vous en doutez, entre la main de Dieu de Maradona. Il y en a un qui est pas mal, qui est très récent, hein, c'est le match Racing-Metz, ce qu'on appelle un derby. Et là, c'était il y a 2 ans. Hein. Je vois l'autre, il est déjà pas content. Voilà, ouais. Ça va. C'était en 2018. C'est en 2018. En 2018. Que s'est-il passé? Les deux équipes un peu mal classées jouaient à la Méno. Il fallait que l'une ou l'autre gagne. Et puis à un moment, l'arbitre siffle le penalty contre un joueur de Strasbourg. Et le joueur va vers l'arbitre. Va vers l'arbitre pour lui dire bon, mais ça s'est pas passé comme ça. Et il y a le capitaine de Metz, un ancien Strasbourgeois. On dit le nom? Bon, si vous voulez. Il s'appelle René Coad. Il a dissuadé le joueur d'aller dire mais non, c'est pas lui qui a fait faute, c'est moi. Et voilà, il y a eu pénalty contre Strasbourg. Alors qu'à l'inverse, il y a quand même eu des footballeurs ou même des gens du sport, vous le dites, hein, de très grands, qui ont été de très grands et qui parfois sont allés confesser leurs erreurs. Vous restez avec nous, on se fera comme ça 2-3 petites anecdotes dans un instant. Je vous représente Pierre Spielmann, on va l'appeler Papy. Il est juste à côté de Louis Nord, même si vous faites un peu plus jeune que Louis, je reconnais. Pierre Weber de la troupe de théâtre des Modestes, c'est pour la Casa de Papy. Je ne sais pas si vous avez aimé cette série, ou en tout cas si vous l'avez vue, qui s'appelait La Casa des Papel, qui était sur Netflix. Et vous avez eu, qu'est-ce qu'on peut dire, vous en êtes l'auteur, hein, oui. Vous avez eu envie de parodier La Casa del Papel? C'est ça, de parodier, de prendre quelques marqueurs de cette série-là pour imaginer justement un grand-père alsacien qui forme son petit-fils et sa petite-fille, Maurice et Sabrina Hasenfratz, pour un casse très ambitieux dans le bureau d'un grand patron pour voler une statuette qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors on va voir quelques images dans un instant. Regardez déjà la saison 1 pour qu'on vous compare. Alors ça c'est Samedi Saint-Octobre, vous avez exactement repris tous les codes graphiques de cette série Netflix qui encore une fois est un succès planétaire avec une fausse banque en Lego. Et le papy qu'on va découvrir là de dos, c'est vous, Pierre. Voilà. Moi j'ai eu du mal tout à l'heure au maquillage. Attends, c'est pas le même que j'invite ce soir. Hein. Si on peut, vas-y, continue, Lisa, de passer de l'un à l'autre comme ça. C'est bien fait, non? Oui. Denis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus de lunettes, c'est pour ça. C'est bluffant, ouais, tout à fait. Non, bravo. Voilà, comment vous avez travaillé ce rôle? Déjà, il y a eu à peu près 2h30 de préparation tous les matins. Notre maquilleuse est exceptionnelle, elle a pu me transformer de quelques années. Ouais, c'est bien foutu, ouais. Oui, vraiment. Donc, il y a déjà cette préparation physique. Et puis, ça a été un personnage, un grand intellectuel qui prépare donc ses petits-enfants au casse du siècle, jamais perpétré en Alsace. Et donc, c'est quelqu'un de très posé, un personnage très réfléchi qui maîtrise absolument
tout son univers et qui va donc préparer ses deux petits-enfants au casse du siècle en essayant d'éliminer toutes les difficultés qu'il y aura sur leur chemin. Voilà, il le fait avec Sabrina et Maurice, qui sont ses petits-fils. Le vol d'une statuette, mais on ne va pas dévoiler maintenant. Il faut savoir que dans la série originale sur Netflix, les braqueurs abandonnent tous leurs noms pour des pseudos. Voilà, quelques pseudos dans la série. Tokyo, Denver, Moscou, Berlin. Berlin. Voilà. Eh bien, regardez ce que ça donne dans la casa de papy. Eh papy, pourquoi tu m'appelles toujours Monsieur Hasenfratz? Tu peux m'appeler Maurice. À partir de maintenant et pour les 7 prochains mois, vous allez oublier vos prénoms. Plus de Sabrina, plus de Maurice. Pour éviter de nous faire identifier, nous allons prendre des noms de code. Et dorénavant, nous nous appellerons plus autrement. Moi, par exemple, pour vous, à partir de maintenant, je suis le professeur. Le professeur. Papy, ça te va quand même mieux, hein. Et puis, ce nom de code, j'ai pas besoin de le retenir. Je t'appelle déjà comme ça. Non, j'ai dit que vous m'appellerez le professeur. On n'a qu'à dire professeur papy. Ou papy-fesseur, tiens. Le professeur, soit. Et nous? L'intello et le cancre? Minus et cortex? La bombasse et le débile? Vous pourriez choisir le nom d'un des péchés capitaux, luxure, avarice... Je préférerais quand même des noms français, hein. Sinon, on pourrait se donner des noms de dieux romains. Junon, Vulcain, Mars? Ah ouais, c'est bien ça. On dirait Mars pour toi. Et pour moi, Non, pas Bounty. Twix? Non, Ferrero. Et si vous preniez des noms de villes? New York, Londres, Rome. Ok, appelez-moi Sydney. Ok, alors appelez-moi... Schweigous-sur-Moder. Schweigous-sur-Moder. Mais si c'est trop compliqué, appelez-moi Schweigous, hein. Ouais, ça marche bien. Ouais, c'est vraiment bien. Casa des Papys, il y aura 10 numéros qui ont été tournés, j'imagine. C'est ça, donc 10 épisodes de 2 à 5 minutes environ. Ouais, vous les avez présentés avant-hier, Exactement. au Dôme de Moutzik. Réaction du public? Très bonne. Voilà, unanime, ils ont été bluffés. Et d'ailleurs, nous aussi, de le voir sur un écran d'ordinateur, c'est déjà quelque chose, mais le voir sur grand écran, on était bluffés. Et vraiment, le professionnalisme que renvoie la série... C'est bien fait. Hein. Ah ouais, on est très contents. Vraiment, c'est bien fait. Ça a été diffusé donc pour quelques personnes, donc c'était lundi. Première diffusion qui va se passer et sur Internet et sur notre antenne sur Alsace 20. Ça va être quand? Ça va commencer à partir du 26 février. Voilà, ça c'est pour la série. On sait que la série originale avait 2 saisons. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Casa de Papy? L'auteur? En fait, la deuxième saison, une fois que... Enfin, dans la suite de l'histoire, après l'épisode 10, finalement, le casse en question, ce sera la pièce de théâtre que nous jouerons justement au mois de mai au Dôme de Moutzik. Donc finalement, la saison 2 sera visible sur scène. Ce sera une pièce de théâtre comique, bien sûr, une comédie policière. Voilà, j'y venais, ça s'appelle le génie du crime. Les génies du crime. Les génies du crime, écrite par vous. Ça va mettre ensemble le casse du siècle. C'est une sorte de huis clos qui va se faire sur scène. C'est ça, exactement. La pièce commencera avec effectivement Maurice et Sabrina qui rentrent dans le bureau du patron et qui subtilisent cette statuette. Forcément, ça ne se passera pas exactement comme le professeur l'avait prévu, et donc effectivement... on va pas déflorer non plus. Aussi intelligent qu'il puisse être, voilà. Il ne maîtrise pas la grande intelligence de Maurice, comme on a déjà pu un peu le voir. Schweigous. De Schweigous, ne vous trompez pas, avec Sydney. Vous avez compris, ça sera une première création pour eux, après 9 ans de votre troupe, 9 ans d'existence. On va vous suivre évidemment sur Alsace 20, sur les réseaux sociaux, et après au théâtre aussi. Ça sera fort intéressant. Vous restez tous avec nous à suivre. Eric Wolf, Denis Wolfel. On va parler de ce grand événement musical et théâtral. C'est pile poil dans 15 jours, c'est après ça. Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, région en scène. Il s'agit de cela maintenant avec nos invités Denis Wolfel et Eric Wolf. C'est quoi région en scène qui va débuter pile poil dans 15 jours? C'est un nouveau rendez-vous qu'on propose à la fois au public professionnel, on va dire, et puis aussi aux compagnies professionnelles de la région, pour leur donner l'opportunité d'avoir un focus qui serait porté sur elles, pour pouvoir les porter ensuite lors d'un festival qui s'appelle Festival du Chaînon Manquant, qui a lieu à Laval, et de pouvoir présenter leur spectacle au national devant plus de 400 professionnels qui sont présents lors de ce festival. Pas mal. Vous êtes justement, Eric, le président de la Fédération Chaînon Manquant Grand Est. C'est quoi cette fédération ?
C'est simplement le souhait qu'on a eu de se constituer ensemble en fédération, en association. Grand Est. En Grand Est, c'est ça. Le festival Chaînon Manquant est en fin de compte un festival national qui est constitué de toutes les fédérations régionales de France. Il n'y en avait pas en Alsace, il n'y en avait pas à l'époque en Lorraine, il n'y en avait pas en Champagne-Ardenne. Donc, ça veut dire que les artistes qu'on va voir, par exemple, c'est le 26 et 27 février de ce mois-ci, les Matscat, etc., vont après se déplacer aussi sur Metz, sur Nancy, etc. Ou c'est juste un one-shot ici? C'est un one-shot ici. L'idée pour nous, ça part aussi d'un constat tout simplement. On a beaucoup d'artistes dans la région, on est tous amenés à gérer des salles de spectacle et on s'aperçoit que, bien évidemment, malheureusement, beaucoup d'artistes tournent plutôt de manière assez sympathique en Alsace ou dans la proche région, mais pour passer vraiment sur le niveau national, c'est compliqué. Et l'opportunité qu'il y a pour eux, pour ces compagnies, c'est de pouvoir, sur un moment donné, sur ce one-shot-là, de pouvoir être vus. On va faire venir nos petits camarades des autres fédérations de France, plus les programmateurs au niveau national. Et l'idée, c'est de pouvoir emmener 2 ou 3 compagnies sur ce moment de Laval et de pouvoir leur donner l'opportunité d'être vus, comme disait Denis, par 400, 500 programmateurs de France, mais aussi de Belgique, de Suisse et de Québec. Alors pour Matscat, on va en voir un extrait. Matscat, on le connaît puisqu'il a fait aussi The Voice. C'est un pur artiste. Et on a trouvé juste pour le fun un petit extrait. Ça s'appelle Pur Délire sur Internet. Et effectivement, quand Matscat pète les plombs, ça donne ça. C'est compliqué d'interrompre un Matscat. On est fan absolu ici à Alsace 20. On l'a sur les scouts, on l'a vu dans The Voice. Il a un talent de dingue, accompagné de musiciens de fou. C'est un concert gratuit que vous offrez là, les garçons. Hein. Ouais. Tout à fait. Concert gratuit qui sera aussi suivi par un autre groupe qui s'appelle Orc. Alors on travaille aussi sur différentes esthétiques. On a de la musique avec Matscat, avec Orc. Il y a aussi du jeune public, il y a du cirque. Alors justement, un petit mot sur Cortège. Cortège, c'est cette affiche-là que vous allez découvrir. C'est la compagnie La Lunette Théâtre qui va aussi se produire. Tout à fait, c'est une compagnie qu'on soutient depuis plusieurs années. Ils vont créer chez nous et l'idée c'était là aussi de pouvoir présenter une forme un peu plus importante. Il y a beaucoup de comédiens sur le plateau. On n'a pas forcément toujours l'occasion de pouvoir soutenir ce type de gros projet. Donc l'idée c'était de pouvoir là aussi associer cette compagnie à ce moment de région en scène et de pouvoir, comme le disait Denis, de présenter différentes esthétiques. Le festival du Chaînon Manquant au niveau de Laval, mais ce que nous défendons, nous, dans nos salles, c'est qu'on n'est pas sur une esthétique unique, on est sur ce qu'on appelle des scènes pluridisciplinaires. On a du théâtre, de la musique, de la chanson française. Pas forcément au même endroit. C'est le Millénium. C'est ça, le Millénium, qui est la salle de musique actuelle de Haguenau, et puis le relais culturel de Haguenau. Un petit mot sur les objets volants. Regardez ces images. C'est vous proposer réellement du très lourd. Parlez-nous de ces objets volants, Denis. C'est une compagnie qui nous vient de Reims, qui propose effectivement un spectacle bluffant. Ils sont spécialistes en jonglage et là c'est une forme qui s'adresse davantage au jeune public. On a aussi le plaisir de les soutenir pour leur prochaine création avec les scènes du Nord Alsace. Donc c'est tout un tissu, un réseau qu'on génère autour de soutenir des compagnies, leur proposer de sortir après de la région et puis de pouvoir se montrer au national autour effectivement de performances qui sont bluffantes, comme ces garçons qui ont fait le CNAC, me semble-t-il, Eric, c'est-à-dire l'école du cirque, une des meilleures écoles du cirque en France, et qui sont bluffants et
complètement performant. Ouais. Voilà, ça s'appelle Région en scène, c'est les 26 et 27 février, et les réservations qui vont d'ailleurs s'afficher avec un numéro de téléphone. On va les laisser comme ça quelques temps. On va rappeler qu'une partie est gratuite pour les concerts. Une partie, effectivement, est gratuite. On est dans un modèle qu'on est en train de construire parce que c'est notre première. Voilà, on est une toute jeune association professionnelle. Il y en a plein d'autres sur la région. On vient de se constituer. L'idée pour nous, avant tout, c'est de permettre de se rencontrer entre professionnels, et on en a un nombre assez important qui viennent à cette rencontre-là. Et puis de permettre aussi au public de Haguenau, mais pas que, de pouvoir assister à des moments un peu festifs autour de ces spectacles. Bon, c'est formidable. 26 et 27 à ne pas manquer. Ça se passera à Haguenau, dans 2 lieux différents, Millennium et... Le relais culturel de Haguenau, le théâtre. Voilà, vous restez avec nous. On va encore se faire un petit quiz. On va terminer avec Louis Nord. C'est vrai que dès le moment qu'on peut jouer un petit peu en télévision, il manque juste le buzzer. Ça fait du bien. Dans quelle ville est né le rugby ? En Angleterre, je crois. Non ? Dans quelle ville, Louis ? En Angleterre, c'est bien ça. Ouais, forcément. Au nord de l'Angleterre. Et la ville s'appelle ? Rugby. Voilà, il n'y avait pas de piège, quand je peux rendre service. Quel était un excellent gardien du Real de Madrid en junior dans les années 60 ? Julio Iglesias, effectivement. Vous les femmes, tu veux chanter un petit peu ? Vous les charmes. Effectivement. Et c'est tout fait. Et c'est un grave accident de la route qui lui a un petit peu brisé les ailes, quoi, si je puis dire. Et il a gagné plus d'argent en chantant. Oui, ça c'est sûr. Tiens, la barre fatidique des 100 km/h en voiture a été réalisée en 1899. Une voiture qui était mue par quel type d'énergie ? En 79 ? 1899. La vapeur. La vapeur. Vapeur. Louis ? L'électricité. Voilà. L'électricité. On a quand même perdu du temps depuis. C'est ce que vous dites, on aurait pu développer. Est-ce qu'il y a une anecdote donc, que je n'ai pas citée qui vous tient particulièrement en cœur ? J'en ai d'autres. Oui, le prénom de Yuri Djorkaeff. Il est champion du monde en 98. Pourquoi se prénomme-t-il Yuri ? Gagarine, non, pareil. Non, rien à voir. C'est pas le prénom de son papa, Non, son papa, c'est Jean Djorkaeff, un ancien international. Ouais. Donc Yuri est né en 68, mais en 66 est sorti le film Dr Zhivago, avec Omar Sharif. Et Jean Djorkaeff adorait ce film, et surtout la prestation de Omar Sharif, qui, dans le film, se prénomme Dr Zhivago Yuri. Voilà, comme quoi ça ne tient à pas grand-chose. Il se serait appelé Marcel. Marcel Djorkaeff, but de Marcel Djorkaeff. Allez, encore une petite. Le poulpe de Détroit. Imaginez quelqu'un qui jette un poulpe sur une patinoire. Oui. C'est pour l'équipe des Red Wings de Détroit et un supporter. Il avait bu un petit peu trop d'eau, je pense. Non, Astérix, il n'est pas vraiment poisson. Voilà. Bon, c'est ça. Et au début d'une rencontre, et c'est une rencontre très importante parce qu'il fallait que son équipe gagne. Il a pris, un poissonnier d'ailleurs, le garçon, il a pris une pieuvre ou un poulpe avec ses 8 tentacules, et dans son esprit, en la lançant, il signifiait à ses joueurs préférés, il y a 8 tentacules, il vous reste 8 matchs, il faut les gagner pour être champion. Et ils ont été champions. Et en fait, à chaque match après, tradition, on rebalance. Et ça continue. Mais ils enlèvent l'encre de la bête. Voilà, il ne faut pas salir la glace. Allez, une petite dernière, le champagne. J'ai trouvé ça très drôle. Le champagne qu'on secoue lors d'un Grand Prix de Formule 1. Voilà, on a toujours vu ça, nous, c'est de notre génération. Et c'est en 67, aux 24 heures du Mans, qu'on donne une bouteille de champagne, un bouquet. En principe, on rentre et on le boit avec sa femme à la maison. Voilà. Et l'autre, il est tellement content, il la secoue, etc. Ça pète et ça arrose tout le monde. Oui, c'est en 1967. Le vainqueur, c'est Dan Gurney, un Américain qui est décédé en 2018. Il était tellement ému sur une Ford GT40, je crois, d'avoir gagné qu'il a bougé la bouteille de champagne alors dans tous les sens, et puis paf, c'est parti.
Et il fallait que ça pour que ça soit reproduit. Et depuis, c'est toujours reproduit en moto, en auto. Voilà. Et le père de Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, lui avait refusé parce que son partenaire faisait de la bière. Et donc, il prenait une bouteille de bière quand il gagnait. Tout cela, c'est dans cet excellent bouquin signé de Louis Nord. Je dis bouquin parce c'est pas familier. Hein, c'est parce que j'ai pris beaucoup de plaisir et un bon bouquin, ça fait du bien. Merci à vous, Casa de Papy. On va vous suivre très sérieusement sur Alsace 20 et belle route. Mardi 26 et mercredi 27, ça se passera à Haguenau, le meilleur de la musique. Place à Vera. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène dans l'univers de la créatrice Adeline Ziliox. Et attention, elle revient de la Fashion Week, et bien moi j'ai plein de questions à lui poser, alors je vous emmène avec moi. Bonjour Adeline, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, merci. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui qui se cache derrière Adeline Ziliox. Alors, une créatrice depuis 11 ans. J'ai créé ce lieu, ce showroom, cet atelier, il y a 7 ans à Strasbourg. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la couture ? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu fort comme ça, marquant dans ta vie ? Je pense que c'est un rêve de gosse, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été attirée par le milieu du spectacle et le côté théâtre, explosion de couleurs, vraiment le côté spectaculaire en fait. Et est-ce qu'il y a un mot pour définir ton style ? Mon style, il va être graphique, mais au-delà de ça, je pense que ce que je cherche à faire, c'est vraiment raconter une histoire. Cette histoire d'une femme, justement, indépendante, parfois un peu guerrière, cette femme forte. Et à travers mes créations, mes collections, j'espère justement mettre en valeur cette femme-là. Alors on le voit là dans tes collections, tu restes quand même sur des prix plutôt accessibles par rapport à de la couture. On se trouve dans quelle tranche de prix environ, là dans la boutique, de ce que tu proposes ? Donc là, effectivement, dans la boutique, on est sur des collections prêtes à porter. Pour moi, le but, c'était vraiment de démocratiser la création. Donc on est sur des tarifs en panier moyen, on est à 200 €. Bon, après, en fonction des pièces aussi, sur un manteau, on va plus être de l'ordre de 900, 1000 €. Justement, tu as une très belle boutique et très particulière parce qu'on ne trouve pas ça partout. On a l'atelier qui est juste au fond. Est-ce qu'on peut aller le voir ? Bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est parti. Nous voici dans ton joli atelier. Combien de temps est-ce que tu passes ici ? Mon atelier, c'est un peu ma deuxième maison, donc je passe énormément de temps pour toute la création et l'élaboration des collections. Est-ce que c'est ici que tu as préparé toute ta collection de la Fashion Week ? Exactement. Justement, la Fashion Week, raconte-nous, nous on veut tout savoir, comment ça se passe ? Parce que c'est la Fashion Week de Paris, hein, ça ne rigole pas. Comment est-ce que tu organises ? Est-ce que ça prend du temps ? Raconte-nous. Là, en fait, on est sur un projet qui a démarré en septembre. Après validation des budgets, parce que évidemment une Fashion Week, ça reste un événement quand même assez onéreux, donc il faut avoir des sponsors, des investisseurs qui croient en notre projet. Là, je suis partie sur 4 mois de création pour 20 silhouettes. C'était très intense, très chargé en émotions, parce que première Fashion Week, pendant la Fashion Week haute couture, calendrier officiel, donc j'ai quand même défilé entre Jean-Paul Gaultier et Balmain. Comment tu l'as ressenti justement ? Est-ce que tu avais la pression, l'excitation ? Qu'est-ce que tu avais comme sentiment ? C'était de la pression, mais de la bonne pression. C'est une énergie très positive et du coup qui a nourri aussi ma créativité. Et même jusque la dernière semaine, j'avais encore des idées de dernières pièces. Il y a des dernières créations comme ça qui ont remplacé les anciennes. Enfin, c'est vraiment, c'est un sentiment et c'est quelque chose. J'en ai encore la chair de poule rien que d'en parler. C'est vraiment inexplicable, mais c'est vraiment. Et ça, ce n'est qu'une petite partie, parce que finalement, c'est un défilé, c'est juste une part d'un lancement de collection, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a les catalogues, les shootings, plein de choses comme ça, et tu as des projets tout le temps, en plus, tu es à 2000 à l'heure. Est-ce que tu peux nous révéler un de tes prochains projets à venir ?
Alors, dans l'immédiat, ça va être un showroom à Paris pendant la Fashion Week. Donc, le showroom, pour expliquer un petit peu au public, c'est pour attirer des acheteurs en fait, qui soient nationaux ou internationaux, pour développer un réseau de distribution. Parce que à l'avenir, ce que j'aimerais vraiment, c'est être distribué dans la France et aussi à l'international. Pour moi, pouvoir me consacrer vraiment à mon travail de créatrice et éventuellement fermer la boutique à Strasbourg. Désolée mes clientes, mais voilà, pour continuer la création, faut faire des choix. Et sinon, il y a la prochaine Fashion Week, parce qu'évidemment, j'ai envie de re-signer, j'ai envie que ce soit mon quotidien. Il faut commencer à travailler tout de suite. Il faut commencer à travailler tout de suite. Merci beaucoup Adeline, en tout cas, on te souhaite une très bonne route, beaucoup de réussite, parce que tu as beaucoup de talent, et on te dit à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà pour notre blogueuse préférée, Vera Bossiac. Dans un instant, Delphine Vespizer, vous allez voir, elle est avec un garçon tout à fait étonnant. Il a deux qualités. La première, il est alsacien. La deuxième, c'est un sacré talent en magicien. Moi, je vous dis à demain, 19h. Merci de votre fidélité. Salut. Salut Pinhunter et bienvenue à Hartmannswiller. Aujourd'hui, je vais vous présenter Donovan, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donovan, quand tu étais petit, tu voulais être un super-héros. Exactement. Et du coup, alors, maintenant ? Du coup, je suis devenu magicien. C'est un peu, pour moi, le truc qui se rapproche le plus de super-héros. C'est des boîtes de magie, c'est des livres, c'est des vidéos sur Internet. C'est vraiment un parcours, en fait. Et il faut que tu inventes tes propres tours pour te démarquer. Tu as participé à un télécrochet qui s'appelle La France a un incroyable talent. Ouais. Yes. Et du coup, je suis arrivé jusqu'en demi-finale, c'était fou, c'était la première fois que j'étais vraiment devant plein de caméras, tout ça, et c'était vraiment stressant, mais c'est une expérience de fou en fait, c'est trop bien. Tu as aussi aujourd'hui ta propre émission télé en Belgique. C'est ça, exactement. C'est incroyable. C'est trop bien. Ça s'est passé en fait un peu avant et après Incroyable Talent. C'est-à-dire qu'avant Incroyable Talent, je postais déjà des vidéos sur Facebook où je faisais de la magie dans la rue, à Strasbourg, à Colmar, plein de trucs comme ça. Et il y a un producteur belge qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, on aimerait bien faire une émission. Et en fait, il a fait passer un casting à plusieurs magiciens. Et j'étais celui qu'il a préféré. Et après Incroyable Talent, ça a commencé. Je vais te faire un truc très simple, comme je te l'ai dit, avec un objet de la vie de tous les jours. Ok. On va le faire avec un paquet de cartes. Vraiment totalement banal. Je vais le laisser ici. Et je vais te demander très simplement de me dire, pour commencer, un symbole. Pique, cœur, trèfle ou carreau. Cœur. Dans les cœurs, je vais te dire maintenant, tiens, si tu pouvais me dire une carte, mais de symbole cœur, ce serait laquelle? La reine de cœur. Dans ce paquet, j'ai mélangé les cartes. D'accord. Et je me suis arrangé pour mémoriser la première carte, celle qu'on voit directement quand j'ouvre le paquet. Tu m'as dit dame de cœur. Et regarde ça. Si je prends la boîte et que je l'ouvre directement, la première carte, c'est la dame de cœur. C'est dingue ça. Après, peut-être parce que je suis une fille et que. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Tu veux qu'on le refasse? Ouais. On peut le refaire directement. Dis-moi une carte. Carrément. Là, je vais te faire un truc totalement différent. Je vais te dire du pique. Vas-y. Roi. T'es prête? Est-ce que tu me permets juste de mélanger sous la table ou pas? Ok. Je regarde même pas parce que sinon tu peux me dire oui, il retourne le roi de pique vite fait. Je mélange les cartes. Ok. Est-ce que tu veux changer de carte réellement? Parce que là, tu peux croire que j'ai vite faire tourner le roi de pique, c'est possible. Tu veux changer de carte ou pas? Non, franchement, roi de pique. ça Vraiment? va. Ouais, grave. Ok. Regarde ça. Il y a une carte qui est retournée. Tu m'as dit roi de pique. Et dans le paquet, au milieu du jeu, une carte est retournée. Une seule. Je te laisse gérer? C'est juste incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un tour que tu rêverais de faire, mais que tu n'as pas encore eu la possibilité de faire naître? Ouais, il y en a même plusieurs. C'est pas forcément un tour de magie, c'est un mélange de... C'est mélanger de la magie avec autre chose. C'est ça ce que je rêve de faire. En fait, quand j'étais petit, je voulais être super-héros. En grandissant, je suis devenu magicien. Mais aujourd'hui, c'est très triste ce que je veux dire. Mais si là, cet après-midi, en sortant de chez moi, paf, je me prends une voiture, je meurs, je serais triste. Parce que j'ai pas envie d'être juste un magicien. J'ai envie d'être beaucoup plus que ça. J'ai envie d'être un magicien qui a inventé un nouveau style de magie. C'est ça mon rêve, ça mon objectif. Et là, je sais que là, aujourd'hui, je suis juste un magicien. On parlait tout à l'heure de super pouvoir. Si toi, tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que ce serait le fait de pouvoir voir le futur. Oui, et la téléportation. Tiens, je vais te montrer parce que grâce à la magie, je peux faire un truc qui ressemble à la téléportation. Je te montre, attends, je te montre vite. Je vais prendre juste ça. C'est un morceau de papier. Est-ce que tu peux juste le tenir comme ceci? Super, bouge pas. Je vais prendre un stylo. Regarde bien. Je vais prendre le stylo et je vais le mettre juste ici. Tiens un tout petit peu plus haut, de cette manière. Comme ma main, moi. Ok, super. Tu vois le stylo? Téléportation. T'es prête? Ne le fais pas chez toi, ne le fais pas chez vous. 1, 2.
Il n'a pas disparu. Il est juste dans ma poche. J'ai rien compris. Tu arrêtes sur le filtre? Tu vois, il n'y a pas de trou. On aurait pu croire, mais pas du tout. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donovan, merci beaucoup pour cette immersion. Ben, merci à toi, c'était cool. J'étais vraiment ravie. Et nous, généralement, dans l'émission, on finit en alsacien et on se dit Morrotskut et à bientôt. Ok. Ça veut dire à très bientôt et portez-vous bien et c'est tout ce qu'on te souhaite. Et c'est là qu'on dit Morrotskut et à bientôt.